Aujourd'hui, lorsqu'on me demande une étiquette pour me présenter, je dis que je suis un explorateur des communautés. À l'époque, je ne pensais pas l'avoir. S'il y avait un conseil à prendre, c'est en fait que le principal, ce qui reste à la fin, c'est les liens. Avoir des personnes qui croient en vous. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus puissant. C'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Ouais, c'est cette notion émancipatrice du voyage. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie dans ses plus belles dimensions. Si tu ne connais pas encore Itinéraire, ce que je te propose de faire, c'est d'aller écouter le tout premier épisode du podcast. C'est un épisode d'introduction. J'explique ma démarche, je me présente moi-même, donc aller l'écouter te permettra de un peu mieux comprendre mon idée globale. Cette semaine, sur Discus Itinéraire, on a échangé avec Hugo Paul. Hugo Paul, c'est un spécialiste des questions de communauté. L'année passée, en 2023, il est parti s'immerger à travers l'Europe dans diverses communautés. Dans cet épisode, on revient sur 3 de ces 8 immersions vraiment dans le détail. Avec Hugo, on apprend plein de choses sur l'art de faire communauté, c'est comme ça qu'il en parle. On apprend sur ce qui marche, sur comment est-ce qu'on apprend dans les communautés. On apprend de son récit de voyage, on apprend de son expérience. Ce que je te propose de faire après ton écoute, si l'épisode t'a plu, c'est de le partager pour soutenir le podcast dans sa diffusion. Pour cela, tu peux le partager à quelques personnes qui ne connaissent pas encore Itinéraire Podcast, ou bien tu peux aller mettre des commentaires sur les réels sur Instagram pour soutenir la visibilité. Je te remercie d'avance pour ta contribution et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Donc c'est parti. Aujourd'hui on est à Paris. Je te remercie Hugo pour être venu, pour avoir accepté mon invitation sur Itinéraire. Merci Nathan. On est dans l'appartement d'une amie qu'on salue, qu'on remercie. On espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, de camions de pompiers, de police, de klaxons. Et en même temps, je me suis dit hier, ça retranscrit une réalité. On est dans un appartement à Paris, si on en entend, c'est comme on en entend quand on vit à Paris. Sans plus attendre, j'ai envie de te poser cette première question que je pose à chaque fois. Le mot itinéraire, qui est le nom donc, du podcast et toute ma démarche, qu'est-ce que ça t'évoque, comme ça de but en blanc? Pour moi, l'itinéraire, je l'associe directement à l'itinéraire de vie et le fait que la vie, c'est d'aller emprunter plein de chemins. Et ce que j'aime bien, moi, dans l'itinéraire, c'est qu'il n'y ait pas forcément de cartes qui nous disent qu'il y a juste cet itinéraire-là à prendre, mais qu'en fait, pour aller trouver son bon itinéraire, c'est peut-être parfois plus utile d'avoir sa boussole et de trouver ses propres chemins. Et alors là, pour moi, on a plus cette image, et en tout cas cet imaginaire de l'itinéraire que l'on va... on pensait prendre la route A, B, C, puis en fait on va prendre la Z et on sent que c'est la Z qu'il faut prendre puisque on a notre bonne boussole. Donc c'est vraiment, là j'ai le mot exploration, ça tombe sous le sens vis-à-vis de ce que tu fais qui vient, c'est vraiment l'exploration de je cherche à construire mon chemin, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça pour moi dans la notion de l'itinéraire. Ce bon curseur à trouver entre la voie toute tracée et puis la voie qu'on explore. Et ouais, je pense que c'est ça que j'aime bien dans cette notion d'itinéraire. Aujourd'hui, si je te pose la question « Qui es-tu ?» en vraiment mettant l'accent sur l'instant T, le moment présent, qu'est-ce que tu souhaites répondre? Qui je suis? Je suis Hugo, un jeune homme de 25 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on me demande une étiquette pour me présenter, je dis que je suis un explorateur des communautés. Explorateur des communautés, pourquoi? Parce que je m'immerge dans plein de collectifs en France et en Europe pour 2 choses. Premièrement, étudier comment mieux faire ensemble, comment mieux faire communauté. Et deuxièmement, pour créer du lien entre ces différentes communautés et faire que notre monde soit de moins en moins fragmenté et beaucoup plus relié avec du commun entre toutes ces communautés. Donc tu as fait une grande exploration l'année passée, on va avoir largement l'occasion d'en parler. Tu as dit tu as 25 ans, je te laisse repenser au toi, à Hugo qui a 18 ans, donc certainement qui passe plus ou moins le bac, l'année de terminale, etc. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui si je te donne l'opportunité comme ça de redialoguer avec un Hugo qui a de fait 5, 6, 7 ans de moins qu'aujourd'hui? Alors, je pense que tout d'abord, je dirais assieds-toi, prends ton temps, parce que même si aujourd'hui je suis encore bien hyperactif, à l'époque c'était quelque chose, je m'asseyais peu, et donc du coup je pense que voilà, le
conseil que je lui donnerais, c'est de savoir se poser, savoir prendre son temps. Ce que je lui dirais ensuite, une fois qu'il sera assis, posé, à l'écoute, c'est de s'entourer. De ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs de son monde et de le faire sans aucun préjugé. Essayer d'aller voir et d'aller toucher le cœur des gens et pas leur statut. C'est un conseil que je lui donne, mais que je me donne en fait encore à moi aujourd'hui. Moi, je le reçois de pleine face, Ouais. le conseil, et il me fait du bien déjà. Parce que c'est vraiment un effort que j'essaye de me faire, moi, même encore aujourd'hui, perpétuellement, c'est de me dire, voilà, quand je croise un moine, un policier, un homme ou une femme de ménage, un ministre ou une ministre, bah, comment je vais au-delà du statut, de ce qu'il représente pour moi, à véritablement la personne, son histoire, ses idées, sa vision du monde. Et je pense que c'est lorsqu'on arrive à toucher à ça, que premièrement, on arrive à avoir une belle diversité de ce qui se passe et ce qui est dans le monde. Et surtout, peut-être le plus important, c'est qu'on arrive à créer des liens qui soient authentiques. Et à la fin, en fait, ce qui reste, c'est les liens. Ouais, c'est peut-être ça que je dirais. Peut-être s'il y avait un conseil à prendre, c'est en fait que le principal, ce qui reste à la fin, c'est les liens. Ouais, Et on le voit bien, il y a de nombreuses études qui le montrent, où aujourd'hui, notamment, il y a l'une des plus grandes études de bonheur je ne sais pas si tu la connais, qui a fait une étude où pendant plus de 50 ans, ils ont suivi des personnes et différentes générations pour voir en fait qu'est-ce qui rendait heureux les gens. Et le point qui est le plus revenu parmi ces personnes, c'est le fait d'avoir tissé des relations de confiance avec ses proches. C'est ça qui rend heureux. Et qui vont de pair avec les relations d'authenticité, de sincérité, simplicité. Exactement. Et même encore aujourd'hui, il y a certaines relations que je vais peut-être aller chercher par statut, par besoin de reconnaissance sociale. C'est quelque chose que j'essaye d'éviter le plus possible pour pouvoir me raligner et en tout cas toucher le plus possible à des relations les plus authentiques. Dans nos activités, autant la tienne que la mienne, je trouve que c'est un enjeu du quotidien de bien rester aligné justement et des fois savoir refuser, c'est se refuser de fait, savoir se refuser certains contacts, certaines démarches, quand bien même elles nous apporteraient beaucoup, elles seraient intéressantes pour vraiment rester aligné. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je suis en train, en même temps, moi, de cheminer sur cette question. C'est moi mon cheminement à moi, donc je ne dis pas que c'est le cheminement que tout le monde doit mener. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur le cadre dans lequel on rencontre les gens, je suis d'accord. Il ne faut pas tout accepter. Par contre, sur les personnes, aujourd'hui, moi, je me pose la question à en fait aller voir, rencontrer tout le monde pour justement pouvoir me nourrir de cette diversité-là et surtout faire commun. Puisque en fait, dans le monde, voilà, on vit un monde qui est en pleine mutation. On vit un monde qui doit faire face à des enjeux sociaux, écologiques, technologiques, enfin bref, une énorme diversité d'enjeux et qui sont tous interreliés. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible de laisser une partie de la population sur le côté. Et qu'importe cette partie soit-elle. Bien sûr. Et donc, l'enjeu, c'est pour moi d'aller pouvoir parler et me relier à tous ces gens-là. Par contre, l'enjeu, c'est de pouvoir le faire dans le cadre qui soit adéquat. Et notamment, ce qui se joue beaucoup, c'est les relations de pouvoir et comment on arrive à avoir un cadre qui permette des relations qui soient équilibrées et pas qu'une personne ou une autre se sente en situation de supériorité. Et il y a une énorme veille à garder sur ça. Et c'est quelque chose qui te ramène vraiment à tes émotions, à tes sensations. Et moi, je l'illustre comme ça, c'est un peu une tour de contrôle où tu veilles à chaque moment, justement, c'est un peu un radar qui tourne et de dire est-ce que là je suis bien, est-ce que là je suis bien, est-ce que là je suis bien, sans tomber dans l'excès d'être sur ça en permanence. Mais quand même, on en parlait juste avant, le fait que dans nos activités, on est très plongé et que des fois, c'est dur de prendre du recul. Donc, des fois, monter à la tour de contrôle et puis se dire ah oui, il s'est passé ça les 5 derniers jours, je donne 5 comme ça, mais il se passe ça en ce moment et je garde une veille dessus. Ouais, et d'avoir aussi des amis qui veillent pour soi, et la famille aussi, et prendre leur feedback. Ouais, prendre les retours, ils ont une valeur très importante, ces retours, qui viennent d'amis ou
on est un peu amis avec tout le monde, j'aurais envie de dire, donc enfin, de quiconque, ils ont une valeur très importante. Et moi, je me vois réagir à ces retours, justement, quand je suis la tête dans le guidon. J'ai quelqu'un qui va me dire quelque chose et je vais être en mode ah oui, carrément, je prends en compte, mais c'est vrai que c'est super bien ce que tu dis. Mm. Et je trouve que la réaction enfin, un peu spontanée, elle retranscrit à quel point on peut être la tête dans le guidon. Dire bah, en fait oui, j'y avais même pas pensé, réfléchi, alors que maintenant que tu l'énonces, ça fait juste Mm. sens absolument. Mm. Je suis d'accord. Donc, tu as eu l'occasion de redialoguer avec Hugo qui a 18 ans. Aujourd'hui, tu en as 25. Tu as fait beaucoup de choses depuis. Quel a été ton parcours, ton Mm. itinéraire depuis en gros bloc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Euh, alors pour le contexte, le Hugo de 18 ans, il habite dans le nord de la France et Où ça précisément? il habite dans un petit village qui s'appelle Seillé-Lannoy et qui est juste à côté de Roubaix, qui est un peu plus Ok. connu. Et je suis dans un très bon lycée de la région, dans une famille de cadres. Donc j'ai toutes les cartes en main et à la fois les possibilités d'ouvertes et la confiance pour aller explorer ces possibilités, qui sont deux choses différentes et que moi j'ai eu la chance d'avoir. Mhm. Et à 18 ans, je Euh, pense que c'est marquant d'avoir cette. Enfin, que tu l'énonces déjà comme ça, je sais pas, je capte que c'est vrai, mm, pour ainsi dire. Et c'est quelque chose d'entendre quelqu'un qui parle du soi de 18 ans et qui dit mm. j'avais la confiance pour explorer ces choses-là. À l'époque, je ne pensais pas l'avoir. D'accord? Mais aujourd'hui, rétrospectivement, je l'ai. Donc, malgré tout, je suis quand même la reproduction sociale de mes parents et de mon grand frère. Et donc, du coup, je vais dans une école d'ingénieur. Je vais dans une école d'ingénieur post-bac parce que j'ai envie de avoir du temps pour l'associatif et avoir du temps pour moi, mes projets et pas être que dans le travail. Tu le vois comme la première raison, l'extrascolaire. Ah oui, oui. Alors que j'étais un très bon élève, j'avais des très bonnes notes, je suis quelqu'un de travailleur. Pour autant, je m'étais, je pense certainement assez menti à moi-même en me disant que j'étais pas fait pour la prépa et que du coup, Ok. je devais faire cette école post-bac. Finalement, je pense pas que c'était les bonnes raisons pour faire ce choix-là, mais c'était finalement la bonne solution puisque ça m'a permis de pouvoir m'engager dans l'associatif durant mes 6 années d'études d'ingénieur, puisque j'en ai fait une en RAB, puisque j'ai changé d'école d'ingénieur entre-temps. Et donc, ce qui m'a fait une année de césure. Et durant cette année de césure, j'ai pu encore plus m'engager dans l'associatif. J'imagine. Du coup, je pars pour cette première école d'ingénieur. Moi qui venais du Nord, je vais dans le sud de la France, je vais à Toulouse, je vais rejoindre le soleil. Et pour moi, là-bas, il y a déjà un premier changement. C'est que j'ouvre mon ouverture sociale. Voilà, moi je venais d'un lycée qui était très privilégié. Et dans cette école d'ingénieur, il y a une mixité sociale qui est déjà beaucoup plus importante. Et donc, je m'ouvre à plein de sujets différents. Par de rencontres que j'ai faites qui sont aujourd'hui devenues des amis proches, je m'ouvre dans ma vision du monde et je commence mes premiers projets associatifs. J'en fais un qui est clairement un tournant dans ma vie. C'est une association qui s'appelle Indie Action et c'est un projet humanitaire où l'objectif c'est partir pendant un mois en Inde, aller aider un orphelinat. Donc pendant un an, on récolte des fonds en faisant différents projets. C'est une année que j'adore puisque voilà, j'ai tout mon esprit entrepreneurial qui s'ouvre et donc j'adore créer des projets, créer des partenariats, créer des soirées, avoir une dimension d'équipe aussi pour qu'on crée collectivement ce projet. Donc une année superbe qui se termine pas de la meilleure des façons puisque lorsque je pars ensuite là-bas en Inde pendant ce mois et demi, je me rends compte que en fait mon engagement n'était pas forcément sain. En fait, je me rends compte que sur place, eh bien, mon aide, elle n'est pas forcément légitime et que en fait, c'était plutôt une récompense Mhm. pour moi d'être là. Ils n'avaient pas forcément besoin de mon aide. L'argent que j'ai récolté, ils pouvaient très bien s'en servir tout seul. Et qu'en fait, je reproduisais quand même certains schémas coloniaux où en fait, c'était le petit blanc qui vient ramener sa science alors qu'il ne savait rien. Enfin, je ne savais pas faire un chantier. Je pense que ça a Euh, été la désillusion de plus d'un dans l'humanitaire, cette prise de conscience mm. à l'arrivée dans la mission. Et donc, quand je me rappelle très bien du retour où j'ai eu une vraie phase
de bas émotionnel, enfin une petite dépression quoi. Je me rappellerai toujours dans un café à Toulouse une pote qui s'appelle Guillemette on a discuté et ça m'a permis de poser pas mal d'émotions sur ce que j'avais vécu. Et après, je suis resté seul dans le café et je me suis posé sur mon carnet 2 questions. Et ces 2 questions que je me pose encore aujourd'hui dès que je commence un projet, c'est quel est l'impact qu'a mon action dans le monde, donc l'impact extérieur, et puis quel est l'impact que moi je veux avoir, qu'est-ce qui me motive à avoir cet impact, un peu l'impact personnel, et de lier l'impact extérieur d'un projet, analyser en fait in fine mon action, elle a quoi comme impact positif et négatif, sachant qu'une action, elle a toujours aussi des impacts négatifs, et ensuite d'analyser aussi pourquoi moi je fais ce projet-là, qu'est-ce que je viens y chercher. Et là, par exemple, je m'étais rendu compte qu'au sein de ce projet humanitaire, il y en avait pour 80%, c'était de la reconnaissance sociale. Parce que j'étais très content que ma petite sœur ensuite puisse dire à ses potes « Ah là, mon frère fait de l'humanitaire ». Et c'était pas forcément une motivation qui était saine. Donc je dis pas que je pense qu'on peut trouver vraiment des motivations saines et un impact sain dans l'humanitaire. Simplement, moi, dans ce projet, avec mon histoire, c'était pas le bon engagement au bon moment. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose que je garde précieusement en moi, d'aller chercher ces 2 types d'impact externe et personnel. Et de comprendre réellement pourquoi tu fais les choses de ton point de vue personnel. C'est ça. Et donc ça, ouais, c'est une question que tu t'es posée à ce moment-là dans ce café. Ouais. C'est bien que tu l'as encore en mémoire. Que je l'ai encore en mémoire, que j'ai encore mon carnet avec ces notes marquées dessus. Et donc ensuite, donc j'arrive en 2e année d'école d'ingé, sachant que l'école d'ingé, pour la faire courte, ça me passionne vraiment pas, mais je vois à peu près ce qu'ils attendent de moi, donc j'arrive à avoir les notes qui suffisent pour rester. Mais là où j'apprends, là où je kiffe, c'est dans mes projets, donc les projets humanitaires en première année, et puis ensuite sur d'autres projets. Puisqu'en 2e année, je crée un projet à travers une association qui s'appelle Zelidia, qui est une bourse de voyage. Et donc là, à toutes les personnes qui ont entre 16 et 20 ans, qui écoutent ce podcast, ce format, je leur conseille d'aller voir, puisque c'est une bourse qui permet à des jeunes entre 16 et 20 ans de partir plus d'1 mois, explorer un sujet en voyage. Ok, et je ils connais financent, moi-même pas. Voilà, et ils financent des personnes pour ça. Et donc, à travers cette superbe bourse, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Mongolie pour aller étudier les différentes visions de l'éducation. Pendant un peu plus d'1 mois et demi, j'ai mis mon sac sur le dos et je suis allé voir les différentes visions que pouvaient avoir les Mongols sur l'éducation. Et j'ai vu notamment 3 grandes visions moi, qui m'intéressaient et qui cohabitaient ensemble, qui étaient pourtant assez fragmentées. À la fois la vision bouddhiste, où le bouddhisme est encore aujourd'hui un gros impact dans le quotidien des Mongols. Le deuxième, c'est le nomadisme, puisque les Mongols sont un peuple nomade. Et puis enfin, une toute autre manière de voir l'éducation qui était en fait une vision assez occidentale, puisque pour des raisons géopolitiques, il y a une forte influence de l'Occident sur Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au sein d'une même famille, il pouvait y avoir une personne dont les cousins étaient nomades, et puis d'autres cousins qui habitaient à la capitale et qui étaient en fait des personnes qui avaient un meilleur anglais que moi à l'époque parce qu'ils avaient leur école en anglais. Et donc c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est à la fois comment relier ce monde fragmenté au travers de l'éducation. Et puis surtout là-bas, notamment j'ai vécu pas mal de temps avec les nomades et en vivant de par leur mode de vie, en vivant certaines relations fortes, notamment certaines expériences chamaniques, j'ai eu un vrai lien en fait avec la terre, avec le vivant. Et en revenant, je me suis dit en fait comment aujourd'hui je peux faire pour protéger ce vivant-là, parce qu'en fait j'en suis partie prenante et le mode de vie que j'ai actuellement, la vision de la réussite que je prône actuellement, c'est une vision qui est destructrice du vivant. Donc comment je peux faire aujourd'hui pour changer ce mode de vie-là? Ouais, donc c'est un voyage avec une réelle connexion et une réelle reconnexion. Et j'ai envie de te demander, avant ce voyage donc en Mongolie et celui d'avant en Inde, tu as eu l'occasion de voyager, de beaucoup voyager dans ton enfance, ou c'est quelque chose qui en plus était vraiment nouvelle de partir voyager? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents m'ont fait voyager étant jeune.
Et moi, j'avais un peu cette âme d'explorateur. Et donc, j'avais fait quand même quelques expériences avant dans des familles d'accueil, dans des voyages aussi familiaux. Donc, j'ai eu cette chance-là. Chance que je souhaite à tout le monde, puisque je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Ouais, C'est carrément, cette bien sûr. notion émancipatrice du voyage. Quand je suis rentré, d'ailleurs je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps en papier, mon rapport de fin d'études Erasmus, ma dernière phrase en conclusion c'était rendez ça obligatoire. Je souhaite vraiment à tout le monde l'occasion de partir comme ça étudier. Enfin, moi ça a été un an en Suède, Ouais, 2 semestres, mais que ça soit en Suède ou ailleurs, l'introspection, la découverte de la diversité culturelle, elle aurait été différente mais la même au bien final. sûr. Et vraiment, c'est quelque chose de... Oui, on se rejoint sur soi, Ouais. on se rejoint sur ça, on le souhaite à tout le monde, Mm. très fort même. C'est sûr. Surtout que aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir facilement voyager en Europe, en France, Bien sûr. avec différents programmes qui le permettent. Après, j'insiste bien sur le fait qu'il y a les possibilités, mais de se sentir légitime, sentir la confiance pour le faire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes de jeunes ou moins jeunes, qui ne le sentent pas. Je pense qu'il y a vraiment encore du travail à faire sur voilà, comment porter ces possibilités à tout le monde pour que ce soit le plus inclusif possible et que ce ne soit pas le privilège encore de juste quelques personnes. Oui, oui, et que chacun comprenne que c'est fait pour tout le monde de voyager, surtout au regard de toutes les possibilités, on va dire encadrées, qui existent. Et puis toi, j'ai envie de partager c'est quelque chose qu'on me dit souvent, je pense j'imagine qu'on te le dit aussi, comment est-ce que tu as fait pour autant voyager? Et moi, je voyage énormément en autostop, donc d'une manière très atypique, on aura certainement l'occasion d'en parler, avec cette pensée dans le fond, quand je pars, je sais même des fois pas où je vais, je sais pas où je vais dormir, chez l'habitant, vraiment en toute spontanéité. Et des fois, des gens qui me disent mais comment est-ce que tu as voyagé autant? Je réponds par cette simplicité, ça les surprend. Et c'est une forme de rappel que pour partir voyager, il faut juste descendre en bas de chez toi, sortir de l'endroit où tu vis avec quelques affaires et parfois pas trop, souvent pas trop. Tu sais ce que je dis quand Je comprends très bien. on se comprend. Et puis il suffit de partir. Ouais. Sur ça, je mettrais quand même une petite remarque qui est, voilà, on est tous les deux des hommes blancs, jeunes, vigoureux. On n'a pas la même chance déjà là parce qu'on est une femme. Oui, c'est Tu vois, bien de ma le petite rappeler. sœur, elle me le pose beaucoup. J'ai des amis aussi femmes qui voilà, se posent déjà beaucoup plus de questions sur l'autostop. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible de faire de l'autostop seul quand on est une femme. Il y en a plein qui le font. Mais voilà, c'est d'autres risques. Et oui, c'est simple aujourd'hui, mais c'est pas aussi simple pour tout le monde. Et je pense d'avoir conscience de ces privilèges-là aussi, c'est important. Oui, oui, c'est bien de le garder en tête, tu fais bien de le rappeler. Donc c'est deuxième année de prépa, non, d'école d'ingé, D'école d'ingé, tu je pars en pars. Mongolie et après l'engagement associatif L'engagement, se poursuit. c'est ça. Donc je reviens avec vraiment cette volonté d'être beaucoup plus tourné sur l'écologie et donc c'est une période pour moi assez dense puisque en fait c'est un sujet que je connais très peu et donc je me forme beaucoup, je lis beaucoup et c'est aussi l'occasion pour moi de faire plein de rencontres. À cette époque-là, du coup, on est en 2018-2019 et donc c'est aussi toute l'émergence du mouvement climat jeune en France, si on remonte à quelques années, donc avec toutes les grèves pour le climat, les étudiants dans la rue, il y a vraiment un gros mouvement qui se crée à l'époque, notamment après la démission de Nicolas Hulot. Et donc voilà, je fais partie de toute cette mouvance de jeunes qui font ça et qui est assez chouette, hein, où on vit une vraie émulsion collective. Et donc je commence à chercher plein de manières de m'engager. Et là, c'est une époque pour moi vraiment de profusion, d'engagement qui, je pense, à un moment est nécessaire. Donc je teste, mais vraiment plein de trucs. Je crée une start-up de consigne de bouteilles de bière. Dans mon petit appartement étudiant, il n'y a que des bières où je fais de la livraison à domicile et donc du coup je ne vais presque plus en cours parce que en fait j'ai une offre où les gens peuvent avoir leur bière fraîche en 30 minutes
partout sur le campus. Et donc, du coup, C'est trop marrant. je fais ça et après, je récupère les bouteilles pour les laver et éviter que les bouteilles soient jetées. Donc, je fais ça. Je partage un projet qui s'appelle Up for Europe et qui continue encore, qui a pour but de faire un tour d'Europe pour aller rassembler des jeunes étudiants et créer ensemble une nouvelle constitution européenne écologique. D'accord. Et donc là, qui est beaucoup plus sur le levier politique, où je me confronte pour la première fois à des responsables politiques, les enjeux médias, premièrement, je me rends compte que c'est pas forcément mon monde à moi, même s'il est hyper important de s'y coller. Moi, je sens que c'est pas là où j'ai de l'impact. Surtout, ça me permet de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et surtout qui agissent en même temps. Et en effet, je te le disais au début, c'est une période où donc, je me forme, j'apprends. Et maintenant, je mets des mots dessus, mais c'est que très récemment que j'ai mis des mots dessus. En fait, je vis une vraie période d'éco-anxiété où j'ai des nuits où je ne dors pas D'accord. parce que, en fait, je me dis mais que tout est foutu, on n'y arrivera pas, etc. Et en fait, le fait d'être entouré de personnes qui partagent les valeurs que je partage et qui, du coup, créent un safe place où je peux partager ces émotions, mes doutes, mes peurs, mes joies, c'est hyper important. Et la chance que j'ai, c'est que en plus ces personnes, j'agis avec. C'est-à-dire que je suis en mouvement. Et je suis une personne qui a besoin de mouvement. Et je pense que si j'avais été resté que dans les émotions, j'aurais eu du mal à en sortir et à en faire quelque chose. Émotion, tu sais, c'est emovare, mettre en mouvement. Mhm. Euh, et euh, pour moi, bien savoir digérer ces émotions m'a permis de me mettre en mouvement. Et heureusement qu'il y avait ces espaces-là, parce que sinon, je pense que c'est à partir du moment où j'ai pu bien partager mes émotions que j'ai pu me mettre en mouvement de manière, j'aime pas le mot efficace, puisque c'est pas le bon terme, puisque je suis pas que dans l'efficacité dans l'engagement, mais de manière plus pertinente. Ouais, percutante peut-être. Voilà, j'ai pu choisir, voilà, mettre l'énergie au bon endroit. Je suis passé d'une énergie où j'étais sur plein de projets différents à savoir où est-ce que précisément je voulais mettre mon énergie. Mhm. Et du coup, ce qui s'est dessiné, c'était, moi ce que j'adore, c'est créer des expériences collectives et rassembler les gens. Et donc, au travers, après ces différents engagements, mon rôle de 2018 à 2022, ça a été de créer des coalitions d'associations pour aller changer les choses sur les sujets de l'écologie. Donc il y a eu plusieurs coalitions, il y a eu des coalitions jeunes sur tous les différents mouvements jeunes qui traitaient les sujets environnementaux et sociaux, comment les faire rassembler ensemble. Donc j'ai participé à cette coalition-là. Et ensuite j'en ai impulsé une autre qui s'appelait l'Interorga Enseignement supérieur et transition. Et là l'objectif c'était de faire parler ensemble des associations jeunes et des associations de l'économie sociale et solidaire qui travaillent toutes et tous sur le sujet de comment insérer les enjeux sociaux et environnementaux dans l'enseignement supérieur, mais qu'ils faisaient chacun de leur côté. Donc là, le but, c'était de créer des momentum où ils puissent à la fois se partager les infos, se nourrir mutuellement, et surtout ensuite créer des projets communs. Mhm. Et Donc une mise en commun des actions. c'est ça. Il y a cette répercussion de ce que tu disais juste à l'instant sur l'action percutante. Déjà vraiment le schéma, moi je l'aime beaucoup ce schéma émotion, enfin connexion aux émotions, expression, compréhension on va dire. Après on passe aux besoins, on comprend ce qui est rempli ou pas rempli derrière et puis après on agit. Exactement. Tu l'as dit en latin, ce qui est beaucoup mieux que ce que j'aurais dit en anglais. Vraiment, ça te drive sur le passage à l'action. Et après, une action, comme tu disais, pertinente, percutante, et je trouve beaucoup plus forte. Parce que de fait, tu as une force à l'intérieur. Enfin, tu as un peu un truc que tu as vraiment pris en main. Ouais. Et de ce moment-là, tu as une action qui est Mm. beaucoup plus forte. Et moi, j'ai pu avoir ces mots, des fois inébranlables. Je me dis, j'ai tellement compris qu'est-ce qui faisait sens et quel était le petit point sur lequel je voulais taper, que mon action, oui, je la vois comme inébranlable, peut-être par erreur parfois, des fois il y a des erreurs de mégarde, etc. Donc même chose que tout à l'heure, garder le contrôle, on va dire, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, mais ouais, une action très 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 forte. Donc là on arrive sur 2021-22. Ouais, 2021-22. T'es passé par Ticket for Change.
Ouais, dans cette époque-là, enfin dans ces 4 ans, c'est ça? ça remonte à 2022, Ticket for Change. C'est ça, 2022, février 2022. Donc là, je cherche un stage de fin d'études. Moi, je suis donc profession ingénieur. Ma spécialité, c'est ingénieur informatique. Ok. Je ne suis pas du tout un homme de la technologie. Pour autant, c'est le truc pour moi le plus vaste, qui m'ouvrait le plus de portes. Du coup, j'ai pris cette spécialité-là. Et ensuite, il y avait euh, petite, un petit tricks, quoi, une petite méthode qui permettait d'être encore plus large dans l'école dans laquelle j'étais, qui s'appelait l'UTC, puisque j'ai changé d'école entre-temps, et du coup je suis allé à Compiègne. Cette méthode-là, c'était d'avoir une sorte de filière générale sur le management de projet. Et du coup, j'ai pris ça, D'accord. ce qui me permettait d'être beaucoup plus large. Donc je fais cette spécialité-là, je cherche un stage, et là, je me rappelle très bien, je suis à 6 mois de ma recherche de stage, enfin 6 mois de mon stage, donc du coup, je me dis, bah, ok, je vais rentrer en recherche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ce stage de fin d'études? Mhm. Et donc, moi, tous les 6 mois, 1 an à peu près, je pars marcher 3 jours tout seul dans la nature pour faire le bilan sur ma vie. C'est un rituel que j'ai depuis à peu près le Covid. Ok. Et donc, donc, tu vois, 2020. Je prends ce temps-là durant la fin de cet été et je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur les prochaines années et surtout, quel est le bilan de mon engagement. Ça faisait déjà, tu vois, 5 ans, 5-6 ans que je m'engageais et je voulais faire un peu le point. Je me rends compte que j'ai besoin d'une chose, c'est d'un mentor. Mon D'accord. stage, en fait, pas que je m'en fous de ce que je vais y faire, mais que si aujourd'hui je veux pouvoir trouver l'impact que je veux avoir et pas maximiser, optimiser l'impact que je veux avoir dans le monde, il me faut quelqu'un qui m'inspire et Mhm. vivre avec lui. Pour moi, travailler avec une personne, partager des moments précieux avec la personne, c'est comme ça que j'apprends. Et du coup, pour apprendre de ces personnes, il fallait me trouver ce mentor. Et donc, je me fais une petite liste sur mon carnet de personnes avec qui je rêve de travailler. Je fais cette liste avec ordre de priorité. Et la première personne, c'est Mathieu Dardaillon, avec qui j'avais un peu travaillé sur différents projets associatifs avant, et où il y avait un super match. Et je me suis dit, bah, j'aimerais trop pouvoir bosser avec lui. Et du coup, je le contacte, je pense 2 jours après être revenu de cette marche. Et il me dit, vas-y, on prend un café. Là, je pense que j'ai compris tout de suite que ça allait être mon mentor, puisqu'il m'a dit, écoute, pour ce rendez-vous, tu prends un carnet et j'ai besoin que tu répondes à 5 questions. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes moins faire? En quoi tu es bon? En quoi tu es moins bon? Ok. Et surtout, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je suis venu avec ces questions-là. On a pris 1h30 à définir le stage que j'allais faire en fonction de ces 5 questions. Et en fait, je me suis dit, waouh, le process est tellement inspirant, il incarne tellement ce que je veux voir dans le monde, que je sens que c'est là que j'ai envie de réaliser mon stage et que j'ai envie de travailler avec lui, Presque peu importe la mission. peu importe Toutefois, la elle était mission. Et j'ai eu certainement la chance, très en relation avec ce que tu voulais faire vu le process de juste le création. process, j'ai eu la chance, mais il m'aurait proposé de faire le goûter pour Ticket for Change, je pense que je l'aurais fait. Que j'adore cuisiner. Donc, et donc, du coup, j'ai eu cette chance-là et ça a été une rencontre incroyable. Au sein de Ticket for Change, j'ai aussi des rencontres incroyables avec une grande liberté d'action aussi. Et aujourd'hui encore, Mathieu, c'est un vrai mentor, vrai Mhm. compagnon de route. Et j'ai d'autres mentors qui sont venus à d'autres moments dans ma vie et qui sont pour moi mes piliers, à la fois professionnels et personnels, parce que à la fois, forcément, c'est des personnes qui m'inspirent et donc du coup, être avec elles, bah, j'apprends beaucoup. Mais aussi, et ça, je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde, mais avoir des personnes qui croient en vous. Mais en tout cas pour moi, il n'y a rien de plus puissant. Mhm. Et j'ai eu cette chance-là et je la souhaite à tout le monde. Et surtout, je la souhaite de la transmettre à d'autres personnes et à en croire à des personnes et en donner son temps, donner des outils, partager, transmettre. Puisque je pense que c'est vraiment une énergie circulaire
dont on a besoin. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête là au fil de ce que tu dis. Ouais. J'aimerais poser une question toutes les 20 secondes, j'ai l'impression. Mais là, c'est vraiment. Moi, j'ai énormément eu de réflexions sur cette dualité inspirant-inspiré et Mm. toutes les dynamiques qu'il pouvait y avoir autour. Avec cette chose que tu viens de dire, savoir le recevoir et savoir aussi le donner. Le recevoir est quelque chose de très très fort, je trouve. Et ça donne tellement de courage et de force dans l'action, de se sentir supporté, ne serait-ce déjà que dans l'idée, pas forcément dans dans la pratique, mais ne serait-ce que déjà dans l'idée. C'est tellement fort de ce côté-là que j'ai l'impression que naturellement, tu as envie de le donner après quand tu comprends que toi-même, tu peux soutenir certains projets, certaines personnes. Euh, et je trouve que l'idée globale rebondit avec ce que tu disais tout à l'heure sur la simplicité, sincérité, authenticité, le fait d'exister vraiment comme on est là. Euh, Moi, j'ai une image qui me vient en tête dans ce genre de moment, c'est des sourires, des sourires, des échanges qui pepsent juste comme ça. Avec toutes ces dynamiques qui s'entrechoquent, c'est des moments que je trouve Ouais. très, 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 très forts, très, très beaux en fait, Mm. humainement. Et sur ça, peut-être moi je rajouterais un truc, puisque c'est une question qu'on me pose souvent quand je parle de cette notion de mentor, c'est d'aller oser voir ces personnes-là, d'y avoir accès, et d'avoir peur justement de demander et du coup de juste recevoir et d'être dans une relation qui soit déséquilibrée. Je réponds souvent à ça, qu'il y a pour moi deux dynamiques. Je ne dis pas que c'est des vérités universelles, mais pour moi il y a quand même deux choses dans cette relation de mentor-mentoré. Premièrement, c'est que en transmettant, on gagne quand même beaucoup de choses. En fait, on clarifie ses idées, on a le point de vue d'une autre personne. Souvent, dans cette relation de partage, on a accès à d'autres visions du monde, que ce soit d'autres milieux sociaux, d'autres milieux générationnels, etc. Mais bref, on arrive à se nourrir. Donc même les personnes à qui vous demandez de l'aide, vous demandez du mentorat, bah, elles se nourrissent Mhm. de ça. Donc ça, je pense que ça peut aider à un peu décomplexer d'aller demander. Et ensuite, deuxièmement, c'est qu'on est des êtres qui adorons transmettre. Mhm. Et en fait, sincèrement, je ne connais pas une personne qui, quand elle est passionnée sur un sujet, n'aime pas le transmettre. Tu Ça parlais serait tout un à l'heure. défi justement d'aller Ouais. d'aller chercher. Et donc en fait, faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur de demander, puisque les personnes adorent transmettre et donc du coup transmettront. Bien sûr, il y a une notion de temps de ces personnes-là à bien gérer, mais voilà, un conseil. Le nombre de fois où je pensais ne pas avoir de réponse à mes messages au café que je lui avais demandé, etc., et qui finalement se sont réalisés Mhm. et se sont terminés en des rencontres incroyables et qui aujourd'hui sont qui je suis aujourd'hui. Donc, tu vois, si je devais reparler là, à mon moi de 18 ans, ça serait de le faire le plus tôt possible. Ouais, ou on peut parler à tout le monde justement en disant ce genre de choses. Allez-y, je pense que dans cette question-là, on a très très peur du non, en fait, on a très très peur du refus et de sa signification, ou plutôt de ce que ça pourrait signifier. Si je passe un message à telle personne, ça va dire plein de choses, si elle me répond pas, ça veut dire que blablabla. Et pour autant, enfin, moi je trouve que ton message il est très très beau sur le fait que en général, les gens, partons du principe que les gens aiment transmettre, en général, les gens répondent, en général, les gens font des retours. Mm. Et moi, c'est quelque chose, tu vois, que je vis en ce moment, Mhm. sur la création du podcast, sur tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a pas mal de messages que j'ai déjà osé envoyer, ce qui est déjà pas mal, en me disant, j'aurai jamais de retour, mais au moins j'ai tenté, Ouais. et puis tant pis, enfin presque défaitiste, hein, et puis tant pis, de toute façon, ça sert à rien. Et des messages auxquels j'ai eu des retours, Mm. où je me disais, ah ouais. Et là, c'est ce même sourire en plus. Là, tu l'as Ouais. la tête, c'est incroyable. Quand tu vois que tes idées, enfin tes projets, tes réflexions, elles parlent aux autres Mm. et elles les inspirent même, d'où l'envie de mentorer quelque Mm. part à certains moments. Mais je pense que c'est important aussi de dire que c'est normal d'avoir cette peur de demander à être accompagné, enfin d'avoir cette Ah, c'est démarche sûr. d'accompagnement. Je pense que c'est normal. Ah oui. Et donc, toi, après tout ce temps dans l'associatif, avec, tu as dit émulsion, j'aime beaucoup le terme, avec tous ces projets là, qui Mm. émergent, certains qu'il faut laisser de côté parce qu'ils font non-sens ou pas de temps, ou Ouais. avec un peu plus de précision à la fin, tu en arrives à créer Into the Tribes. C'est ça. Donc,
à ce même moment-là, donc de cette marche où je décide d'avoir ce mentor, je me rends compte aussi que durant mes 6 années d'engagement, il y a tous ces différents engagements, ils reposent sur l'aspect de communauté. Et qu'en fait, aujourd'hui, les communautés sont un incroyable levier de transformation, tout autant sociétal qu'individuel. En effet, à l'échelle sociétale, les communautés permettent de créer une réelle mise en mouvement d'un grand nombre de personnes et de rassembler des centaines, des milliers, voire des millions de personnes pour changer les choses structurellement, socialement. Et ça, on en a besoin. Mais qu'en même temps, le pouvoir des communautés, c'est d'aller créer des transformations individuelles, intérieures, profondes. Et ça, il y a pour moi presque que les communautés qui sont capables de le faire. Et je serais tenté de dire que cette première condition que tu donnes, enfin pas condition mais dimension, elle est permise par le développement individuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le vois vraiment comme ça, parce que j'ai ce même avis, mais je dirais les choses à l'inverse. De dire les communautés c'est un moyen d'action incroyable, et c'est vraiment parce qu'elles permettent à l'individu de se mouvoir, j'aurais envie de dire, que c'est un moyen incroyable. Ouais, en fait pour moi les deux se nourrissent. Oui, c'est deux transformations qui vont se nourrir et qui sont pour autant nécessaires, puisque en fait, si aujourd'hui on doit répondre aux enjeux auxquels on doit faire face, en fait, il faut à la fois des transformations de nos modes de vie, notre manière de voir le monde. Donc ça se passe que en nous, profondément en nous. Mais en fait, s'il n'y a que des transformations intérieures, rien ne bouge. Et il faut à un moment des transformations qui soient sociétales, qui soient structurelles. Et pour ça, on a besoin de mettre en mouvement un grand nombre de personnes de manière ordonnée, structurée. Et ça, c'est le pouvoir des communautés aussi. Donc en fait, je me rends compte que les communautés sont un véritable enjeu aujourd'hui pour aller créer et surtout ensuite aller catalyser les transformations dont on a besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui nous prend de tout l'inverse, une société qui est individualiste, où moi, depuis que j'ai 24 ans, on me dit, ça fait 24 ans que je vis, et on me dit toujours que en fait, c'est un peu le self-made made, il faut réussir tout seul, et c'est comme ça qu'on va réussir. Et donc, je me dis, mais en fait, comment on fait pour se réapproprier l'art de faire communauté? Est-ce que déjà, on n'a pas perdu cet art-là? Et surtout, comment aujourd'hui se recréer cet art de faire ensemble, cet art de faire communauté? Et donc, je me rends compte qu'en fait, on fait quand même communauté depuis la nuit des temps. Comment on peut aller s'inspirer aujourd'hui des différentes communautés qui existent dans le monde pour aller se réapproprier l'art de faire communauté? Donc, je décide en effet de fonder cette exploration qui s'appelle Into the Tribes, où pendant 1 an, je suis parti à travers l'Europe aller m'immerger dans une diversité de communautés pour étudier l'art de faire communauté. Je suis allé voir des communautés aussi diverses et variées que des monastères, des peuples autochtones, des initiatives de personnes qui sortent de prison, des écoles dans la forêt. Je suis allé aussi voir des experts de l'intelligence artificielle. Bref, mon but c'était vraiment de sortir de mon carcan écologique, de ma propre vision du monde, pour aller explorer d'autres mondes et à la fois mieux comprendre comment ceci fonctionnait, pour avoir cet art de faire communauté, et surtout ensuite créer du lien entre eux, pour permettre en fait d'avoir un art qui soit spécifique et commun. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça que je parle d'art, parce que faire communauté, pour moi, c'est pas une science, c'est pas une formule magique, une formule mathématique que quand tu reproduis, forcément, tu vas réussir à faire ta communauté. Les groupes humains, c'est une alchimie si complexe que en fait, c'est plutôt un art. En fait, il y a des grands principes que je suis allé étudier, analyser et récolter. Pour moi, il y en a 10 qui permettent vraiment de structurer sa communauté. Mais ces principes-là, il faut les voir comme des principes où on vient s'approprier ces principes et surtout, on vient y donner sa propre touche. Et on y laisse de l'intuition, on y laisse notre créativité. Et c'est pour moi là la puissance des animateurs et des animatrices de communauté qui m'inspire, c'est de réussir à avoir des méthodes et des techniques qui existent et à se les approprier et à les faire à leur sauce. J'imagine que quand tu as initié cette démarche, déjà j'imagine que ça s'inscrit dans le temps long, tu as commencé à y penser certainement bien avant de le créer. C'est d'ailleurs, je trouve des moments qui sont très, autant stimulants que le moment où tu passes réellement à l'action, mais c'est vraiment les prémices de la pensée, les prémices
le moment très précis où tu mets tes premiers coups de crayon sur ton idée et tu te dis vas-y, aujourd'hui j'y vais. Moi, j'imagine que dans tout ça, dans tout le chemin, il y a beaucoup de joie, enfin beaucoup de stimulation. J'imagine qu'il y a beaucoup de doutes aussi, de challenges, de défis. C'était quoi tes principaux challenges, tes principaux doutes avant que ça commence et surtout avant que tu partes Ouais. réellement à travers l'Europe? Ok, j'aime bien. Donc ouais, il faut savoir, il y a 1 an et demi de préparation. C'est 1 an et demi entre l'idée de je vais faire ce tour d'Europe à le départ en janvier 2023. Ok. Du coup, c'est beaucoup de temps Oui. de recherche de financement, clarification du projet, recherche de partenaires, analyse scientifique, voilà, parce que je suis parti analyser des communautés en ayant un peu épluché le sujet des communautés avant. Les doutes que j'ai eus, premièrement, je pense que celui qui me vient en tête tout de suite, c'est le financement. Voilà, c'est comment en fait j'arrive à me payer cette année-là. Je pense que c'est le premier doute. Deuxième partie, moi, c'était la solitude. Faire ça seul ou à plusieurs. Un gros moment pour moi de doute. Je pense que c'est la première fois que je le partage en public, mais ce projet, normalement, il devait se faire à 2. Et il y a eu 2 binômes qui sont montés dans le projet et qui y sont partis en 1 an et demi. Parce que j'avais placé le projet avant le binôme. Pour moi, c'était un gros apprentissage de, en fait, si demain je dois faire un projet avec quelqu'un, ce que j'ai envie de faire et ce que je veux faire, je placerai avant tout les relations. Et ensuite, une fois qu'on est potes, je lancerai le projet. Là, moi, ce que j'ai fait lorsque je suis allé chercher les personnes là, c'est que j'avais le projet, je le portais, j'étais la source. Et il y a plein de choses que j'ai mal faites et qui ont fait que la personne soit n'avait pas la confiance, soit pas l'espace pour bien se mettre dans le projet, ou elle n'avait pas les mêmes visions, on partageait pas vraiment la même vision du projet. Et du coup, tu vois, je me suis séparé à 2 fois de personnes, ce qui sont des moments structurellement et émotionnellement très durs. Donc ça, je dirais que c'est clairement les moments les plus durs de ce moment de préparation, d'exploration. Et au final, en approchant le départ, est-ce qu'il y a de nouveaux doutes, de nouveaux challenges liés vraiment au départ, un aspect très physique, là j'y vais, géographique, ou pas tant que ça, parce que tu connaissais bien l'idée, les mécanismes en place dans le voyage, dans le fait de partir? Moi, je pense que j'ai une chance absolue, c'est que je ne projette rien dans le voyage. Je suis quelqu'un pourtant qui adore planifier. Vraiment, je suis un maniaque. Mes proches te le diront, c'est un truc de ouf. Je planifie tout, mon calendrier. J'adore savoir ce que je vais faire à la minute près. Pourtant, en voyage, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais je ne m'attends à rien. J'ai cette même ambivalence, donc je la comprends, comprends très fortement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai cette chance-là donc, de ne pas du tout me dire que ce soit du positif ou du négatif, mais en tout cas de projeter quelque chose dans ce voyage. Et du coup, je me suis dit juste, enfin, ça fait 1 an et demi que je bosse dessus, et là, j'y vais. Et donc, non, j'ai pas de doute lorsque je pars. J'ai à un moment dans le voyage un gros doute chez les Samis. Les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. Ils vivent dans un territoire qui s'appelle la Sapmi, qu'on appelle la Laponie. Donc c'est toi qui étais en Suède, c'est le nord de la Suède, Norvège. Côtoyé bien moins que toi, mais côtoyé quelques Samis là-haut. Et du coup, en vivant là-bas avec eux, il faut savoir que du coup c'est un peuple autochtone avec une culture ancestrale, mais qui a vécu de nombreux remous. Et notamment, il y a eu une forte assimilation dans les années 1900 par le peuple suédois et plus globalement par l'homme occidental. Et donc moi aujourd'hui, lorsque j'arrive là-bas, j'ai cette étiquette d'homme occidental qui vient chercher leur culture, quoi. Et par une mauvaise connaissance parfois de leurs coutumes, des questions à poser, à pas poser, celles qui sont délicates ou pas, je me suis pris des sacrés murs. J'imagine. Et je me suis pris aussi à un moment des vrais doutes d'appropriation culturelle.
à quel point là, l'échange culturel que je vis, il est équilibré. Et ça a été pour moi ensuite, et ça l'est toujours, mais un vrai fil rouge, une vraie prise d'attention de aujourd'hui, lorsque je vais explorer une communauté, un secteur, un collectif, comment je fais pour que l'échange il soit équilibré et que je ne reproduise pas cette relation de dominé-dominant où moi, avec tous mes privilèges aujourd'hui, j'arrive facilement dans une relation de dominant par rapport à des dominés. Et donc, je me rappelle de là-bas, tu parlais d'émotions tout à l'heure, moi je partage pas mal mes émotions sur mon carnet, et j'ai des pages où je cherche ma posture d'explorateur pour trouver le bon équilibre afin d'éviter une assimilation, à la fois d'assimiler leur culture, donc de leur dire que c'est bien ou c'est mal ce qu'ils font, mais surtout d'avoir en fait une appropriation de leur culture et moi de prendre les briques que j'ai vues et de les transposer telles quelles dans mon monde occidental. Il y a pour moi un vrai enjeu éthique à créer un échange, à voir que moi qu'est-ce que je peux leur apporter, eux qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter et accepter que parfois cet échange-là, pour X raisons, il n'est pas possible dans le cadre actuel et que du coup il faut trouver un autre cadre, un autre environnement qui permettra cet échange équilibré. Dans mes souvenirs, c'est des moments qui sont rudes du voyage. Moi, ce que tu dis là, ça me renvoie en Côte d'Ivoire, quand j'ai eu l'occasion de voyager en Côte d'Ivoire en novembre 2022. Vraiment des moments c'est en amont de la remise en question, vraiment de réflexion. Enfin, je me revois vraiment dans la même situation avec mes carnets, à écrire, parfois ne plus en pouvoir, j'ai envie de dire. Vraiment sur cette chose-là, mais j'arrivais pas à faire mon idée en fait. Je vois que ta caisse comme ça, des fois c'est long, des fois ça dure quelques jours, voire même plus, et t'arrives pas à faire ton idée. Et moi c'était vraiment sur cette thématique-là. J'étais en Côte d'Ivoire et je me sentais très imposteur. Je me suis fait mon idée sur la situation, et donc je sais pas si j'étais moins imposteur dans les faits, mais je m'étais mis à l'aise avec l'idée, avec ce que je vivais. Mais il m'a vraiment fallu quelques jours pour réfléchir à ma présence, avec un lien très très fort avec l'émotion justement, parce que le soir je faisais un point et je me disais mais qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui, quelles ont été les situations, et essaye de décortiquer le morceau, comprendre pourquoi tu as de l'imposture. Mais je me souviens, je pense que c'est important, des fois j'aurais des reproches à donner à la représentation du voyage telle qu'elle est faite dans le monde médiatique ou que ce soit, où on a tendance à montrer tous les beaux moments du voyage et que les beaux moments du voyage, et c'est là que ça me pose problème quand on fait que les beaux et qu'on ne parle pas des moments difficiles. Ouais, mais t'es la première personne qui me demande mes doutes du voyage. Ah oui. Ouais. Donc, merci pourtant, on en vit des doutes en voyage. Ouais, ça, c'est sûr. Mais tu vois, je reviens encore sur mon passage en Côte d'Ivoire. Je pense que cette représentation un peu faussée du voyage qu'on a dans le paysage médiatique, sur les réseaux, elle était en soi un peu à l'origine de la difficulté que j'avais à comprendre ce qui se passait en moi. Parce que je me disais, mais pourtant j'ai plein de potes qui ont voyagé, pourquoi c'est si compliqué pour moi? Peut-être que si j'avais eu la représentation de ce phénomène-là, j'aurais eu plus de simplicité à le traiter, parce que j'aurais déjà su qu'il existait, qu'on pouvait avoir cette sensation-là. Donc c'est bien, je pense qu'on le dise aujourd'hui, comme ça, qu'il y a des moments difficiles dans le voyage. C'est sûr, je partage. Donc les Samis, ça a été, si je ne me trompe pas, ta 3e expérience. Je te propose qu'on les prenne dans l'ordre chronologique, qu'on commence par ta première expérience, avec un peu une petite mise en contexte à chaque fois pour que nos auditeurs comprennent bien où c'était. Déjà, ça me semble important, la durée, et puis grosso modo, qu'est-ce qu'il en était de cette communauté-là. Et puis on va explorer un peu les thématiques comme ça. Donc tu as commencé en janvier 2023 par l'abbaye de Lérins. C'est ça. Donc l'abbaye de Lérins, je te laisse la parole. Qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'y passe? Déjà, contexte de l'exploration globale, il y a 3 grands chapitres. Oui. Un premier chapitre sur le retour aux sources, où mon but c'est d'aller voir des communautés ancestrales, d'aller voir se dire qu'en fait on fait communauté depuis la nuit des temps, et donc qu'est-ce que ces communautés ont à nous apprendre sur notre manière de faire ensemble. Ensuite, il y a un deuxième chapitre qui s'appelle Au-delà des frontières, où là l'objectif c'est d'aller voir les communautés qui réinventent notre manière de faire ensemble. Dans un monde qui est en pleine mutation, en fait il y a des nouvelles manières d'être et de faire ensemble, et donc j'ai voulu aller les explorer.
Et enfin, le troisième point, troisième chapitre, ça s'appelle Former pour demain. Et là, l'objectif, c'était d'aller voir aujourd'hui comment on pouvait apprendre à faire communauté. Quelles étaient les nouvelles formes pédagogiques, les nouvelles écoles qui nous apprenaient à faire ensemble. Et donc dans ce premier chapitre, qui s'appelle Retour aux sources, en effet, la première étape, 1er janvier 2023, j'arrive à l'abbaye de Lérins. L'abbaye de Lérins, c'est une île qui est située à quelques kilomètres de Cannes et qui abrite depuis le IVe siècle un monastère, le monastère de l'abbaye de Lérins. Et actuellement, il y a 20 moines qui habitent dans ce monastère. Donc moi, mon critère pour aller là-bas, c'était de pouvoir vivre comme un moine. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être immergé au sein même du cloître, donc qui est vraiment l'endroit où sont les moines. Et c'était un monastère cistercien, donc de religion catholique. Il faut savoir que moi, je ne suis pas religieux, je suis d'origine chrétienne, mais je ne crois pas en Dieu. Et donc, faire 7 prières par jour, ça a été pour moi assez intense, puisqu'en fait, aujourd'hui, leur quotidien, c'est prier, travailler. C'est-à-dire qu'ils ont leurs 7 prières par jour, et entre ces prières, ils ont des temps de travail. Temps de travail qui peuvent être, eux, ils font du vin, du très bon vin d'ailleurs, si vous aimez le vin, je vous conseille leur vin. Ils font de l'huile d'olive, ils font des liqueurs, ils font plein de choses. Ce qui m'inspirait dans cette communauté, c'était de se dire en fait, déjà, comment tu fais pour faire perdurer un mode de vie depuis le IVe siècle, puisque aujourd'hui, la communauté est régie selon les règles de Saint Benoît, des règles qui ont été écrites au VIe siècle. D'accord. C'est quand même assez fou de se dire que des gens aujourd'hui vivent selon des règles qui ont été écrites au VIe siècle. Ça, c'est juste incroyable. Comment elles ont perduré dans le temps, il y a plein de questions qui viennent derrière. Comment elles ont perduré, comment aujourd'hui ils se l'approprient, etc. Et le deuxième point qui m'intéressait beaucoup, c'était quand tu es une communauté, quelle place tu fais entre le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Le monastère, par définition, c'est un endroit qui est reclus, climatisé lorsque tu es sur une île. Et donc, comment tu te sers de ce cloître, de ce monastère pour créer des barrières au sein de ta communauté et créer un sentiment d'appartenance qui est fort. Mais en même temps, quelle place tu donnes à l'extérieur? Comment tu crées du lien avec les autres communautés, avec le monde? Parce qu'en fait, si ta communauté elle est complètement recluse, à un moment donné, elle va péricliter puisqu'elle ne va pas être nourrie par l'extérieur. Et c'était un vrai enjeu de recherche pour moi et qui est aujourd'hui, lorsque l'on fonde ou anime une communauté, un point qui est essentiel, c'est d'aller réussir à savoir gérer ce lien entre créer un sentiment d'appartenance dans un endroit reclus et créer des liens avec l'extérieur. Ouais, d'avoir constamment une dialogique tribu et monde entier ou autre tribu quelque part. Exactement. Et j'imagine que tu as dû faire plein de recherches avant ça, que tu vas avoir plein de lectures. Avec le mot tribu, on peut partir très très loin à la préhistoire avec des hommes préhistoriques. Finalement, les mécanismes en place, les dynamiques, c'était certainement un peu les mêmes. Il y avait des tribus, il y a une tribu là, une tribu là, et des fois elles se rencontraient. J'ai envie d'illustrer en disant peut-être qu'elles se croisaient à la chasse. Comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il y a des écrits sur ça? Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite? Ouais, je vous conseille un livre de Pablo Servigné et Gauthier Chapelle qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui en fait retrace, c'est une méta-étude. Ils ont fait, c'est 2 biologistes qui ont fait une analyse de l'ensemble, pas l'ensemble, mais de milliers d'études scientifiques sur comment aujourd'hui le monde coopère. Comment le monde vivant, les êtres humains, les êtres végétaux coopèrent ensemble. Et ils sortent du coup certains principes qui nous permettent de mieux coopérer. Et dans ce livre-là, ils partagent le fait qu'en fait, l'être humain est un être coopératif, c'est un être social. Et que plus globalement, le vivant, il est là aujourd'hui, oui, grâce à la compétition, mais aussi et surtout grâce à l'entraide. Et que c'est 2 mécanismes qui permettent aujourd'hui d'avoir du vivant. Et pour les êtres humains, en fait, ce qu'il faut se dire et ce que j'aime rappeler, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est des êtres sociaux. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus rapides, on n'a pas des super pouvoirs. Et donc aujourd'hui, ce qui nous a permis de survivre et malheureusement aujourd'hui de plutôt détruire le vivant, c'est notre capacité à coopérer. D'abord en tribu, où on a eu la chance avoir certaines zones du cerveau qui se réveillent et de pouvoir aller travailler, muscler cette coopération, ce qui nous en fait, nous, des animaux super coopératifs.
encore aujourd'hui, en fait, on est issu de milliers d'années d'évolution qui reposent sur la coopération. Et en fait, on a beau dire, tu vois, j'ai beau dire que la société, elle est individualiste, et c'est vrai, on nous prône ça, on reste quand même, au fond de nous, des êtres coopératifs. Il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, ce qui est instinctif, c'est la coopération. Lorsqu'il y a il y a une étude qui a été faite, on a pris des êtres humains en situation de crise. Des ouragans, des tremblements de terre, des crises économiques. Lorsqu'il y a un moment de crise, le moteur principal du groupe humain, c'est la coopération. Et notamment, il y a une histoire qui est racontée dans ce livre-là, c'est lors de l'ouragan Katrina. Donc, en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément à la fois de désastres écologiques qui se passent, puisque toutes les maisons sont inondées, des désastres sociaux aussi, puisqu'il y en a plein qui perdent tout ce qu'ils avaient. Et en fait, le maire de la ville, pour avoir de l'aide de l'État, dit « Oh là là, il y a des pillages de partout, c'est la jungle. En fait, s'il n'y a plus d'État, eh ben, directement, la loi de la jungle, c'est la compétition et la loi du plus fort. » Des journalistes sont venus sur place, ils ont vu qu'il n'y avait eu presque aucune révolte, aucun pillage, et que ce qui était le plus présent, c'était l'entraide entre les personnes, l'entraide entre les différentes associations, l'entraide entre les différentes entreprises. Et si bien que lorsqu'ils ont reporté ça, le maire de la ville a dû dire publiquement « Bah oui, en fait, j'ai dû mentir pour avoir des aides. Okay. » Et en effet, c'est l'entraide qui a apporté notre possibilité de nous aujourd'hui de pouvoir avoir survécu à cette crise. Et donc pour moi, ça montre en fait, au travers de cet exemple du livre, la puissance qu'aujourd'hui on a à pouvoir coopérer et qu'en fait, on est des êtres coopératifs et qu'il faut juste se rattacher à ça au sein d'un monde qui est individualiste. Moi, ce qui me vient en tête quand tu dis tout ça, c'est que même dans le pire de l'humanité, il y a eu de la coopération. Enfin, c'était à chaque fois des communautés, des groupes, des organisations avec des structures, enfin, des choses très construites. Et donc, ouais, même dans le pire, il y a eu de la coopération. Ouais, et j'en fais de la bonne pub, c'est parce que ce livre, il m'a vraiment... je l'adore, ce livre, j'en tire beaucoup d'apprentissage. Ce qu'il explique dans le livre aussi, c'est que en fait, l'entraide, dans le monde vivant, pas que chez les êtres vivants, enfin pas que chez les êtres humains, mais dans le monde vivant, l'entraide est facilitée lorsque on est dans des milieux qui sont difficiles. Par exemple, il a fait des études sur un même territoire, des types d'arbres. Lorsqu'ils sont sur un espace où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de nutriments dans le sol, ils vont être dans une phase de compétition, où ils vont essayer d'avoir le plus de soleil possible, ils ne vont pas prévenir du danger les autres êtres végétaux. Alors que lorsque l'on est sur des falaises penchées, où il y a peu de soleil, peu de nutriments, alors là, on voit qu'il y a des phases d'entraide où même certains arbres, lorsqu'ils ont pu collecter plus d'énergie, vont faire un don d'énergie à d'autres arbres. C'est quand même incroyable de se dire ça. Et ça, donc, c'est un exemple du monde vivant, mais qui existe aussi aujourd'hui chez les êtres vivants, où on remarque en fait que c'est lorsque l'on a le moins que l'on donne le plus. Et peut-être que aujourd'hui, dans des crises qu'on va vivre, eh ben, il va falloir se rattacher à cette humanité-là pour pouvoir coopérer. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'éviter à ce que dans ces crises-là, il y ait une fragmentation qui se crée entre des milieux qui sont très aisés et du coup peu coopératifs et des milieux qui sont beaucoup moins aisés, qui sont beaucoup plus victimes de ces enjeux-là et qui du coup vont devoir beaucoup plus coopérer. Dans cette abbaye, donc, tu as dit que c'était 20 personnes. Ouais. Quel souvenir tu as de la relation avec ces 20 personnes? Quel souvenir tu as de l'inspiration? Et j'ai envie de on va la prendre dans les deux sens justement, inspirant, inspiré. Donc l'inspiration que tu as reçue d'eux et certainement l'inspiration que tu leur as donnée. Élément étranger peut-être de la communauté qui vient sur l'île partager un mois comme ça. Ouais. Déjà, je les remercie beaucoup pour l'accueil puisque c'est quand même quelque chose de fort de faire venir un non-moine au sein de leur cloître. Ce que je retiens, j'ai mis du temps. Au tout début de notre échange, je partageais cette volonté d'aller toucher le cœur des gens et pas juste leur statut. Avec les moines, j'ai eu du mal à passer au-delà de leur cool. Leur cool, c'est leur habit monastique. Parce qu'en fait, au début, un moine, pour moi, c'était un moine. Il n'y avait pas alors qu'en fait, non, en fait, derrière chaque moine, y a une histoire, une personnalité, un caractère. Et
Et le fait qu'il y ait cet habit, ça m'a mis une vraie barrière. Ok. Surtout que c'était le début de l'exploration, donc Oui. il fallait que je m'habitue aussi à cet exercice-là. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps. Puis, deuxième point, c'est que c'est quand même une communauté très silencieuse. Là-bas, ils appellent ça le noble silence. C'est-à-dire que en fait, tu parles que lorsque c'est vraiment nécessaire et tu apprends à garder tes paroles et tu blablates pas, quoi. Tu n'es pas dans un café PMU où tu vas partager ta vie. Tu prends la parole quand il y a quelque chose à partager. C'est ça, Et tu vois, quand tu l'as bien mûri, pré-mâché. Voilà, donc en fait, entre les temps de prière et les temps de repas qui étaient en silence, tu avais peu de moments de partage. Et je me souviens au bout d'une semaine et demie, j'avais eu 1 ou 2 échanges avec quelques moines, c'est tout, quoi. Et je commence à me dire, oh là là, si ça se trouve, il y en a un qui a accepté que je vienne et que tous les autres, ils font la gueule, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, au premier repas parlé, Épiphanie, donc on est autour du 16 janvier, donc tu vois, ça fait un peu plus, même Donc 15 il y a un jours. moment, on approche un repas parlé. Ouais, on c'est sait ça. que ce repas sera parlé, c'est ça? En fait, tous les repas sont en silence, il y a peu de moments de partage au sein de la communauté. Il y a un moment qui s'appelle le soir, qui s'appelle le chapitre, où ils partagent ensemble ce qui s'est passé dans la communauté, mais ça, je n'y avais pas accès. C'est le seul truc que je n'avais pas le droit d'aller. Et donc, j'avais peu de moments de partage avec les moines. Et du coup, je commence à me poser des questions en me disant, est-ce que je vais être accepté, est-ce que je suis accepté ou pas? Est-ce que ça les saoule pas que je sois là? Bref, j'essaie de chercher ma place. Et premier repas parlé, c'est le jour de l'épiphanie, donc 15 ou 16 janvier. Et là, j'arrive dans le réfectoire, qui est un long réfectoire, un bâtiment du XIIIe siècle, magnifique. Il y a c'est chargé, je pense. Ouais, c'est chargé d'émotions, tu as les peintures, bref, c'est vraiment magnifique. Et j'arrive, et là, j'ai une ruée de moines qui viennent vers moi pour me poser plein de questions, qui je suis, d'où je viens, etc. Et là, je sens le soulagement en moi de c'est bon, en fait, je suis accepté. Et en fait, c'est juste parce que eux, c'est leur noble silence, c'est leur manière de vivre et d'être au monde. Et je me rappelle de ce moment-là de ok, je suis accepté. Et c'est vrai que dans toute communauté, il y aura à chaque fois ce moment un peu déclic, soit de je suis accepté dans la communauté. Et je vois qu'il y a cet aspect de ok, c'est bon, je suis dans le truc, je suis dans le nous. Il y a aussi une deuxième étape qui est, ça c'est mon parcours personnel, mais parfois un peu plus long pour moi, qui est je me sens dans la communauté. C'est pas arrivé pour toutes les communautés, mais voilà, comment je commence à dire nous en parlant de eux et moi, c'est souvent un bon critère de ok, c'est bon, je commence à me sentir un élément à part entière de la communauté. C'est un besoin qui est essentiel chez l'humain. Ouais. En anglais, parce que je trouve que appartenir To belong, tu veux dire? Ouais, en français, c'est une notion quand même assez. Tu t'accapares quelque chose, etc. Ouais, alors que je me demande si étymologiquement, c'est pas lié à l'idée de possession. Tu vois, je sais pas du tout, donc je l'avance pas. Mais du moins, il y a le P qui résonne. Et je le vois vraiment à la possession, alors que dans le to belong en anglais, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais, et ouvert. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien ce terme-là et que c'est peut-être une autre vision aussi des communautés en fonction de la langue, tu vois. Mais en France, il y a un truc d'appartenance culturelle qui est fort. Et sur l'appartenance, j'ai l'impression qu'on peut y mettre le reproche, justement, dans un imaginaire collectif et beaucoup de jugements des uns des autres, de dire lui ou elle, il appartient à un tel groupe. C'est mal, et beaucoup de stéréotypes derrière les groupes, donc on va trouver une équivalence française pour To Belong. Donc l'abbaye de l'Airain, ça a été ta première expérience, la deuxième, ça a été Vipassana. C'est ça. Donc Vipassana, c'est une retraite de méditation, complètement en silence, de 10 jours. Et cette retraite-là permet d'appartenir à la communauté Vipassana, qui est une communauté de méditation internationale qui vient d'Asie du Sud-Est et qui s'est répandue depuis les dernières années un peu partout dans le monde et qui est l'une des plus grandes communautés de méditation dans le monde. Ce qui m'a intéressé dans cette communauté-là, c'était cet aspect rite initiatique. Se dire que comment tu crées une expérience qui permet à la personne, à la fin de cette expérience-là, de se sentir membre à part entière, de créer
les conditions pour que la personne puisse s'engager ensuite sur le long terme dans cette communauté. Tu crées les conditions pour qu'elle ait les bases communes, pour qu'elle puisse facilement créer du lien avec les autres membres. Et tu crées aussi les conditions pour que la personne se transforme durant cette expérience-là et ait déjà vécu quelque chose de ouf et du coup va ensuite perdurer cette transformation-là dans ta communauté. Tu parles, tu écris sur ton blog, certainement c'est plutôt à ce moment-là, justement apprendre c'est se transformer. Ouais. Ça a été comment ces 10 jours à Vipassana avec tout ce rituel, je pense qu'on peut dire, tout ce processus au fil du temps, en silence, assis, etc. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que ça a provoqué? De Euh, manière succincte en 2 minutes. En 2 minutes, ok, ça marche. C'est pour quelque chose que tu pourrais, je pense, décrire pendant des jours et des jours. C'est un exercice transformateur qui est fort, très personnel et qui va dépendre de vraiment l'histoire et l'expérience de chacun et chacune. Moi, comment je l'ai vécu, j'y suis allé de manière un peu confiante. Je vais pas vous mentir, je fais de la méditation depuis longtemps, du yoga, j'étais en forme, le silence, je suis quelqu'un de très introverti, ça me faisait pas peur. Franchement, je me disais, ça va être une expérience trop cool, c'est trop bien. Et c'était plus dur que ce que tu avais imaginé. Il n'y a pas un jour où je me suis dit que je n'allais pas partir. D'accord. Il n'y a pas un jour où, en fait, parce que tu es de 4h jusqu'à 22h, tu es vraiment en silence assis en tailleur. Et j'ai eu des douleurs comme je n'ai jamais eu. Juste qu'au moment où je comprenne que ces douleurs physiques étaient reliées à des douleurs mentales. Et qu'en fait, il fallait que j'accepte de travailler des trucs en moi qui étaient bien profonds, bien difficiles. Comme on aime. Comme on aime. Et donc forcément, tu ressors de là changé. Enfin, forcément, non. Je suis sorti de là, moi en tout cas, j'y suis sorti changé avec, je pense, s'il y a un apprentissage peut-être à partager que je peux partager ici, c'est cette envie d'avoir un amour inconditionnel. En fait, c'est vraiment un objectif, hein. Je suis loin, mais très loin de là. Mais c'est-à-dire d'arriver à aimer quelqu'un purement pour ce qu'est la personne et pas pour ce qu'elle fait, pour l'image qu'elle rejette de moi, pour le statut social que c'est d'être avec la personne. Et en fait, quand là-bas, je me suis rendu compte que peut-être que cet amour inconditionnel, je l'avais même pas pour 5 personnes. Tu réfléchis sur toi. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du chemin à faire. Mais prendre 10 jours comme ça, en fait, moi, je m'étais jamais pris autant de temps pour aller aussi en profondeur. Et je ne trouve pas aujourd'hui l'espace pour aller aussi profond en moi. Il n'y a que 10 jours qui me permettent d'aller aussi profond. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais que je n'ai pas encore testé aujourd'hui. Du coup, cette méthode-là, pour moi, elle a été assez transformatrice. Et comment on fait communauté en silence? Ça, je pense que c'est une question qui se pose parce que tu parles de Vipassana comme une communauté, on rentre dans la communauté, etc. Pour autant, on n'y parle pas. Alors, quels sont les éléments qui font que la communauté existe sans le verbal, sans la parole? C'est un vrai sujet. Vivre une expérience commune. En fait, il n'y a pas besoin de parler pour faire communauté. Aujourd'hui, lorsque tu es, je sais pas, je vais prendre un stade de foot. Lorsque tu es avec ton voisin, tu arrives au stade, en fait, tu vis le même match, tu ressors du stade, tu as des choses à partager avec la personne parce que tu sais que tu partages les mêmes valeurs, tu supportes le même club, tu as certainement un peu une histoire commune, en tout cas l'histoire du club. Et tout ça fait que tu n'as pas besoin de parler puisque tu as vécu cette expérience commune-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de pouvoir faire vivre au sein d'une communauté des expériences communes. C'est en mieux lorsque c'est au tout début, mais ça doit aussi être présent de manière assez régulière dans une communauté, de vivre des moments forts, des rituels qui permettent de créer du commun, pas dans le dire, mais dans le faire et dans l'être. Le deuxième point, c'est, et là moi je vais parler d'énergie, ça va être un peu plus holistique, mais traverser une épreuve, parce que comme je l'ai dit, c'était pour moi une véritable épreuve, savoir ce qu'on ne leur parlait pas, mais je pourrais dire comment était habillée la personne qui était en face de moi. Parce que en fait,
elle a vécu une épreuve différente de la mienne, puisque chacun a vécu sa propre manière de vivre cette expérience-là. Pour autant, elle a vécu quand même cette chose-là. Et du coup, on a gravi la montagne ensemble. Et du coup, tu me dis, je pense que tu fais un peu de randonnée, un peu de marche. Bah, je pense qu'on a toutes et tous, lorsqu'on a déjà gravi un sommet ou un petit mont, bah, partager avec la personne avec qui on est en haut, en disant ah, alors comment c'était, qu'est-ce que tu vois, etc. Parce que, encore une fois, il y a de un, cette expérience commune, mais il y a surtout de la difficulté dans cette expérience commune-là. Et c'est lorsqu'on relève des difficultés qu'on va chercher plein de choses, on va chercher de la vulnérabilité, on va chercher de la confiance aussi. Et c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui pour faire communauté. Tu me renvoies à plein de souvenirs, enfin tout horizon en montagne et j'ai jamais fait Vipassana. Je pense que c'est réellement une chose que je veux faire. Pour autant, j'ai mis les pieds dans ces cadres communautaires, je le résume souvent comme ça, donc en Italie, comme j'ai pu en dire deux mots, et en Pologne, où il y avait réellement du travail en fait, mais vraiment pas de la même manière, pas dans le silence, beaucoup dans l'éducation informelle, dans le jeu de rôle, beaucoup dans l'incarnation, réellement du travail sur le psychique à travers le somatique. Et ce que tu dis là sur l'expérience commune me touche énormément parce que moi, c'est ma communauté Wataska, c'est le lieu en Pologne. Et c'est des gens, oui, enfin, il y en a certains d'entre eux, on était une vingtaine à chaque fois, je leur ai peut-être même pas parlé ou très très peu échangé. Pour autant, j'en ai un souvenir très très fort. Et je me sens attaché, enfin ouais, je me sens attaché à eux, tout simplement. Ce qui pourrait paraître loufoque, sachant que j'ai rien partagé. Dans le verbal, on n'a pas partagé la table un seul moment ensemble, c'était pas mes colocataires de chambre, on n'a pas fait de marche, etc. Donc on pourrait croire qu'on n'a rien partagé, mais si on a tellement partagé un moment dans un cadre qui nous est commun, qu'on on est associé à cette même communauté Wataska. On va passer troisième expérience, le peuple Sami. Sur ton blog, tu indiques que tu as fait un voyage de 40 heures pour y aller. Je crois que c'est l'occasion de parler un peu d'autostop, de voyage moyen de transport alternatif. Comment est-ce que tu es allé là-bas et qu'est-ce qui s'y passe dans ce moment-là? Parce que j'imagine que c'est du train, peut-être de la marche, du vélo. Enfin, tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce voyage aussi long. Ouais, pour moi, il y avait une vraie volonté dans ce voyage, donc déjà de le faire en Europe pour avoir un impact carbone qui soit le plus faible possible. Il est quand même présent, hein, quand tu voyages, il est quand même présent. Pour autant, je voulais le limiter le plus possible, donc je n'ai pris que des transports qu'on appelle doux, donc train, autostop, bus, vélo. Et je me suis limité pour l'instant au continent européen sur cette première exploration, puisque les plans que j'avais pour aller sur d'autres continents, c'était pas sur les bonnes dates. Donc je suis resté sur le continent européen. Donc lorsque j'ai décidé d'aller jusqu'en Laponie, j'ai dû retrouver les bons trains, les bons bus, etc. Chose qui, c'est fou de se dire ça, mais donc c'était il y a un an pile. Il y a un an pile, j'étais chez les Sami. Du coup, l'itinéraire, je l'avais fait il y a un an et 2-3 mois. Et il y a un an et 2-3 mois, c'était galère de trouver des infos sur comment y aller, trouver les bons trains, etc. Aujourd'hui, il y a, et franchement je les remercie, mais des médias et des services comme Ourail, Molo et d'autres que j'oublie, mais c'est aujourd'hui des services qui permettent de pouvoir voyager en France, en Europe, même en dehors de l'Europe, de manière décarbonée, en tout cas avec le plus faible impact écologique. Et donc déjà, merci à eux de faire ce boulot-là. Donc ces 40 heures pour aller là-bas, ça se passe bien. Moi, j'adore prendre le train. C'est vraiment un moment pour moi de pouvoir m'ancrer dans le voyage et d'avoir cette période de transition. Et les périodes de transition, elles sont tellement importantes. Tellement d'accord. Et donc, je bookine, je fais des rencontres, je me mets en mode voyage. Je prends l'habitude du froid aussi petit à petit. Parce qu'en avril à Paris, là, voilà, il fait 10-15 degrés. Là-bas, tu arrives, moins 30 degrés. En fait, quand tu prends 45 degrés de différence, tu es content d'avoir différents paliers, d'arriver à Stockholm et donc de voir les différents paliers de température. Et ça me permet aussi de
ralentir dans ces périodes de transition, je pense. De rentrer dans le moment quelque part. Ouais. Euh, je pense que c'est un truc que j'aime bien dans le train, c'est d'avoir cette notion-là de voir où tu arrives, tu vois. Quand tu arrives dans d'autres espaces, enfin, d'autres moyens de transport, l'avion ou même le bateau, c'est vraiment pour moi un peu abrupt, tu vois. Tu as un moment où tu es dedans et puis tu l'es plus. Le train, cette chance où bien sûr quand tu passes la frontière, tu sens que tu passes la frontière, mais tu as cet aspect un peu de transition où tu arrives petit à petit, tu vois les paysages et puis ah ok c'est bon, là j'arrive à la Quelque gare. part, tu pars de, disons, la Paris pour la Laponie. Tu vois le changement des territoires. Enfin, tu as le temps de le voir. Là, tu as dit la frontière. Moi, j'adore les voyages en bus quand. Enfin, ça peut paraître loufoque, mais quand la douane vide le bus et que ça prend 45 minutes, j'adore ce moment-là parce que j'ai un très fort souvenir quand je rentre, il y a quelques mois de ça, de Bratislava à Lyon en bus. Enfin, c'est 20 heures. Hein. On rentre en Allemagne et on en sort en l'espace de. On fait 30 km en Allemagne. Ok. On fait juste un petit crochet parce que la route passe par là. Et donc on fait l'entrée et la sortie à la douane, 30 km, enfin, au final 2 heures parce qu'on s'est arrêté, etc. T'as les gars armés, enfin c'était la nuit en plus. Mais j'ai adoré ça parce que je me suis dit, bah là je suis passé en Allemagne, je fais mon chemin et je le comprends réellement, je le sens. Et je te rejoins vraiment sur ce côté presque brut par exemple du voyage en avion. En l'espace de 2-3 heures, tu peux partir, voilà, tu peux partir de Paris à 8 heures le matin et à 13, 14, 15 heures boire un verre à Helsinki. Et quelque part tout ça n'a aucun sens parce que c'est pas intégré par l'organisme et la conscience. C'est un peu trop brutal. Je partage, ouais. Donc au final, t'arrives là-bas. Donc Ça j'arrive arrive là-bas. toujours. Oui, heureusement on arrive quand même et sans trop de retard. Moi j'attends quand même un moment si un train pendant 3 heures à moins 20 degrés parce qu'on a eu un problème de train. Mais logiquement il n'y a pas de problème donc c'est bien de prendre le train. Mais voilà, il y a une petite mésaventure. Et j'arrive et je fais deux choses. Je passe d'abord une semaine et demie, 2 semaines avec des artistes, Samis. Moi, ce qui m'intéressait de voir avec les Samis, c'était sur cet aspect culturel, comment ils arrivaient à défendre leur culture et comment ils arrivaient à la faire vivre aussi, puisqu'il y a un vrai enjeu de la transmettre de génération en génération. Et dans ton blog, tu parles beaucoup de justement vivre la culture de manière ancestrale tout en existant dans la culture globale. J'aimerais beaucoup t'entendre sur ça et puis j'aimerais beaucoup t'entendre sur quelque chose que je ne vais pas essayer de prononcer. Tu dois voir ce que je veux dire. Tout cet enseignement informel qui se fait dans la communauté et intergénérationnel qui s'appelle... L'Arbidietou. C'est pas si dur au final. Je pense que si je le prononce, il ne saurait pas reconnaître le mot, mais je la prononce à la française, quoi. Donc oui, cet apprentissage informel, et ensuite, je te répondrai sur cet aspect, cet aspect entre défense de la culture et la faire évoluer. Donc sur l'aspect de aujourd'hui transmettre la culture de manière informelle, en fait, c'était le point essentiel de ma visite là-bas. Je pensais y trouver plein de rituels, plein de méthodes, plein de techniques, pensées, structurées au fil des années ou par des nouvelles techniques. Okay. Et en fait, oui, j'en ai trouvé quelques-unes, mais la plupart du temps, c'était simplement incarner sa culture. Et ça, le faire vivre autour de moments, autour de gestes qui peuvent paraître d'illusoires, mais qui pourtant sont porteurs de sens. Une anecdote que j'aime bien porter, c'est l'importance en fait des feux de camp. Du coup, après avoir vécu avec les artistes, j'ai vécu avec des éleveurs de rennes, où là-bas l'élevage de rennes, c'est un... Seuls les Samis ont le droit d'élever des rennes, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont beaucoup d'aide pour le faire. Okay. Donc, tu peux élever des rennes si tu n'es pas Sami. Mais tu peux pas parce qu'il n'y a pas assez d'aide, donc tu n'y arrives pas. Ouais, en quelque sorte. Et donc là-bas, en fait, ce qui m'a profondément touché, c'est que chaque journée se terminait par un feu de camp. Et alors qu'il faisait froid dehors, qu'ils ont aujourd'hui la plupart des maisons en terre brute, quoi, enfin des briques, avec du chauffage et tout ce qu'il faut. Et
enfin tout ce qu'il faut, en tout cas tout le nécessaire pour se chauffer, Mhm. ils vont quand même dehors et ils font ce feu de camp, et ce qui leur permet en fait de partager leur journée. C'est un peu notre café du coin, quoi. Et c'est génial d'avoir eu ces moments-là et de comprendre que ce que j'exprime par apprentissage informel, c'est que c'est des espaces qui sont à la fois inclusifs et conviviaux. Inclusifs parce que en fait, le feu de camp a une forme circulaire. Donc, dans un feu de camp, tout le monde se voit. Dans un feu de camp, tout le monde est à la propre distance du centre. Et donc, si le centre représente le pouvoir, tout le monde est à la même distance du pouvoir. Que ce soit la personne qui a 80 ans ou l'enfant, si on prend Exactement. les deux âges opposés de la vie. Et moi, c'était un choc de voir ces feux de camp en comparaison aux tables de famille, tables de mère pas de famille, Ah oui, c'est beau. où c'est une frise chronologique. En fait, Et genré. rectangulaire et genré. C'est vrai que Et je me rappelle toujours de quand je suis revenu en France, j'ai fait un énorme feu de camp avec mes amis. J'ai eu peur, je me suis dit, t'as dit, il y avait un énorme repas de famille. Non, je fais de camp. Un énorme feu de camp avec mes amis et ma famille. Et où là, en fait, tout s'est mélangé. Ok. Et Ah, j'ai c'est cette super image formidable de mon grand-père qui discute avec des amis, qui discute avec ma petite sœur. Et en fait, si on était resté sur des tables rectangulaires, je pense pas que peut-être qu'à un autre moment, il y aurait eu cet échange-là, mais en tout cas pas de cette façon, pas à ce moment-là. Et donc, voilà, créer des espaces qui soient inclusifs, c'est pour moi hyper important aujourd'hui dans la communauté pour aller créer de la diversité dans les échanges et qu'on n'aille pas uniquement aller voir la personne qui nous ressemble le plus lorsque l'on est dans une communauté. Et ensuite, ce qui est pour moi aussi hyper important dans une communauté, c'est que ces espaces soient conviviaux. En fait, un feu de camp, surtout quand il fait froid, T'as envie d'y aller. t'as envie d'y aller. Puis après, tu y restes. T'es là, il fait bon là. Puis en fait, tu y restes. Et je pense que ça te retient même, enfin, surtout dans le cadre où il ferait froid, parce que tu peux tenter d'en sortir. Généralement, tu vas avoir 100, 200, 300 mètres à faire pour rentrer au chaud. Et quand t'en sors, enfin, je parle d'expérience, hein, quand t'en sors de 2-3 mètres, tu dis bah non, je vais y rester parce que là, j'ai pas envie d'affronter quelque part la solitude. Elle est représentée par le froid. Enfin, Exactement. Et donc, en fait, tu restes plus longtemps. Et donc, les langues se délient. Et donc, tu crées pareil, encore une fois, des relations avec des personnes avec qui tu n'aurais pas forcément créé des relations. Et c'est par le feu de camp, mais aussi par plein d'autres manières, que se créent en fait ces apprentissages informels qui sont pour moi le sens même d'une culture. Et qu'une culture, tu peux y mettre des outils et des rituels précis, mais si tu n'as pas ces apprentissages informels-là, ta culture, elle ne vit pas. Et du coup, j'en arrive au deuxième point de ta question, c'est qu'une culture, c'est vivant. Et donc, il y a cet aspect de qu'est-ce que tu gardes de l'ADN de ta culture, comment tu préserves son authenticité, et qu'est-ce que tu fais évoluer, puisque en fait, ton peuple, il évolue en même temps que son temps, et donc qu'est-ce que tu fais évoluer. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était l'une de mes questions que je posais le plus, notamment aux artistes. Et les artistes me disaient, écoute, moi, aujourd'hui, l'art que je prône, il est très novateur, c'est du rap, c'est des bijoux très modernes. Pour autant, cet art-là, qui permet aujourd'hui de toucher les jeunes, qui permet d'être sur les nouveaux moyens de communication, etc., je me sens légitime de le faire et je me sens compétent de le faire uniquement parce que je maîtrise les arts ancestraux. Et du coup, ils sont formés aux méthodes très anciennes. Donc pour la musique, c'est le yok. Le yok, c'est vraiment un chant guttural qui était leur modèle de chant avant. Et donc aujourd'hui, tous les chanteurs samis savent faire du yok. Et certains en font de manière prédominante. D'autres sont juste une touche qu'ils vont apporter ensuite à du jazz, à du rap, à de la pop. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est de réussir à d'abord maîtriser quelque chose d'ancestral pour ensuite se sentir légitime et savoir ce qu'on peut laisser et ce qu'on ne peut pas laisser. Et ça, en fait, moi, de l'extérieur d'une culture, je ne peux pas dire aujourd'hui ce qu'on peut laisser et ne pas laisser d'une culture sami, c'est pas la mienne. Mais tu vois, sur une culture où peut-être que je me sens très proche, on dirait la culture nordiste, peut-être la culture globale où je me sens le plus proche, le fait de me sentir nordiste, d'être bien nordiste, en effet, je pense que je peux me dire, ah ok, ça, je pense que
si on doit réinventer la culture indienne, ça on peut y laisser, et ça en fait c'est pas l'essence même de la culture, et donc je peux y jouer et je peux la laisser de côté pour réinventer cette culture et toucher d'autres générations et qu'elle soit plus pertinente et percutante à l'échelle de l'enjeu auquel on doit faire face aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. C'est tellement passionnant que ça fait l'occasion de dire qu'on a fait retour sur 3 communautés sur lesquelles t'es allé. Donc je répète, il y en avait 8. Ouais. C'est-à-dire que pour être clair, on n'en a pas abordé 5. Je crois que ça fera l'occasion peut-être d'un autre épisode. Ce serait avec plaisir. 2, voire 3, je me dis. Parce que j'aurais même plein de questions. Vraiment, moi, je suis passionné par les transitions. On en a vite fait parler quelques reprises, mais je me dis comment est-ce qu'on rentre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on rentre comme ça de 1 an. Donc, disons, passons ça et allons à la question d'après. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce que tu occupes ton présent? Comment est-ce que tu te vois occuper ton futur riche de ton expérience et de ton vécu comme ça? Bah pour moi, il y a un vrai enjeu quand on explore, c'est 2 choses. De ramener les apprentissages qu'on a vus dans d'autres mondes, dans le monde dans lequel on est. Donc moi, mon monde, c'est en gros le milieu de l'impact en France. Et donc voilà, c'est comment je peux aider aujourd'hui les organisations, les associations à développer leur impact au travers des communautés. Ça, c'est le premier point de l'exploration. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est de faire du lien entre les mondes qu'on a explorés. Pour éviter cette appropriation de dire je suis allé dans une culture, j'ai pris tout ce que je trouvais bien et puis en fait je me casse et puis je prends et je me l'approprie dans ma culture. Le but c'est de comment on arrive à créer des échanges équilibrés et comment on arrive à nourrir des mondes aussi variés que des peuples autochtones, des monastères, des écoles dans la forêt, des initiatives sociales. Bref, comment on arrive à faire relier ces différents mondes pour affronter ces différents enjeux. Donc ça c'est une deuxième partie. Pour la première partie, sur aujourd'hui comment transmettre les apprentissages et surtout développer l'impact des organisations au travers des communautés, je le fais de 2 manières. D'abord l'inspiration, c'est-à-dire que dans ce monde individualiste, on a besoin de récits qui prônent le faire ensemble, le faire communauté. Et donc là, moi, je suis en train d'écrire un livre qui retracera cette exploration. Et aussi, je réalise des conférences dans des entreprises et dans des assos pour partager l'art de faire ensemble, montrer concrètement comment aujourd'hui on peut faire communauté, mieux apprendre ensemble, mieux faire ensemble dans une entreprise, dans une asso. Ça, c'est le premier point, inspirer. Et ensuite, il y a le deuxième point qui est d'outiller. Et là, pour outiller, moi, mon objectif, c'est de créer du contenu qui permette à chacun et chacune de pouvoir développer ces communautés, de pouvoir se réapproprier cet art-là. Et donc, j'ai des posts sur LinkedIn et une newsletter qui s'appelle Refaire Tribu, et où chaque mois, je partage un grand principe pour faire communauté, avec à la fois de la théorie, des apprentissages de mes immersions, et puis surtout des retours pratiques aujourd'hui d'animateurs et d'animatrices de communautés qui développent des communautés en France et qui partagent leur savoir-faire sur ce principe-là. Et allez lire la newsletter. Moi, j'avais lu ton premier article. Il me semble que c'était la veille ou l'avant-veille de mon premier enregistrement de podcast. Et je l'avais pris comme une énorme opportunité de refaire un point sur la vision, sur la mission. Et c'est le genre de lecture qui, je ne sais pas si elle te reclarifie vraiment les idées sur le moment, mais en tout cas, après, tu réfléchis et c'est toujours... c'est vraiment le mot outiller. C'est passer à l'action. Ça me fait plaisir, merci. Dans 10-15 ans? Dans 10-15 ans, moi, il y a un enjeu aujourd'hui qui me préoccupe l'esprit, c'est comment éviter de nourrir un monde de plus en plus fragmenté. Aujourd'hui, que ce soit entre les assos et les entreprises, entre le social et l'écologie, entre la droite et la gauche, entre les jeunes et les vieux, entre... et de l'opposition permanente. Une polarisation, une opposition qui est permanente, qui s'accentue. Et en fait, si on veut aujourd'hui répondre aux enjeux de demain, au vu de leur ampleur et de leur diversité, il y a un vrai besoin de travailler main dans la main. À la fois pour en fait, profiter de l'intelligence collective et de la diversité des manières et d'être dans le monde,
et aussi et surtout pour embarquer tout le monde. En fait, ces transformations-là, c'est une transformation d'ampleur. Elles n'arriveront pas si on fait chacun des choses dans nos coins. Et même, j'ai l'impression que si on fait chacun des choses dans nos coins, elles vont aller démultiplier ces transformations dans plein de niveaux différents. Et donc, comment on arrive à focaliser ces énergies au bon endroit, au bon moment. Et pour cela, pour moi, il faut recréer du lien entre ces différentes communautés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon taf, mon énergie, je le mets sur comment faire communauté, puisque pour moi, c'est un levier de transformation qui est indispensable. Aujourd'hui, dans un monde qui est ultra ouvert, international, avec la mondialisation et les aspects technologiques qui nous relient à peu près partout dans le monde, comment on arrive à se recréer un lieu, une communauté où on est ancré et on partage des valeurs, une culture, une notion d'impact, une mise en mouvement. Ça, c'est indispensable d'avoir les communautés. Mais entre ces communautés, on doit avoir aujourd'hui des espaces qui permettent de à la fois se nourrir entre les communautés et aussi et surtout, après, créer du commun entre les communautés. Qu'est-ce qui est la chose aujourd'hui qui rassemblerait toutes nos communautés? Et moi, il y a un de mes mentors que j'aime beaucoup qui s'appelle François Tadei qui explore une notion qui s'appelle les planetizens. En français, ce serait les planétariens, qui serait en fait de sortir de cette vision nationaliste qui est de plus en plus prônée à une vision planétaire où en fait, on partagerait autant de choses avec son voisin de pays qu'avec son voisin de continent, mais aussi avec les autres êtres vivants. Et voilà, comment on crée une conscience commune de planétisme. Moi, c'est une notion que j'aime beaucoup et que je pense est indispensable et en parallèle des notions de communauté. En fait, moi, le message que j'ai là à l'instant T pour cette vision à Kazan, c'est rassemblons-nous en communauté, réapproprions-nous cet art de faire ensemble et sortons de ce monde individualiste. Mais ne nous enfermons pas dans ces communautés, créons des ponts entre les communautés et créons du commun entre toutes les communautés. Inspirant. Ouais, inspirant. De la même manière qu'au début, on va en arriver à la fin. Tu as eu l'occasion de discuter avec le toi de 18 ans. Là, on vient de dire 10-15 ans. Dans 10-15 ans, tu as une quarantaine d'années. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? N'oublie pas ton âme d'enfant. Ris, explore, passe du temps avec tes proches, prends soin de tes proches, notamment de tes parents, et ne dis jamais quand j'étais jeune. Okay. Je pense que ça serait... Ouais, je lui dirais ça. J'espère que je le dirai jamais quand j'étais jeune. Bon, on se donne rendez-vous dans 15 ans pour voir ce qu'il en est. Ça serait ouf. Je pense qu'on essaiera de se donner rendez-vous avant ça pour faire 2-3 épisodes pour dire, pour parler sur la suite. Moi, je te remercie énormément aujourd'hui pour ce début de partage qui était déjà très riche, très dense. J'ai une toute dernière question à te poser, justement sur le moment qu'on vient de passer. Qu'est-ce que tu retiens de positif de cet échange? Déjà, merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir rebondir ensemble. J'apprécie beaucoup l'échange qu'on a eu et l'authenticité qu'il y a pu avoir dans ces échanges. Donc, merci. Et ce que je retiens, c'est d'aller écouter son intuition. Ce que je retiens, c'est que cette flamme qu'on peut avoir ici dans le ventre ou autre part dans notre corps, elle est indispensable. Et moi, elle me guide beaucoup. Et d'être avec des personnes comme toi qui, je pense aussi, ont une flamme très prenante, ça la nourrit, ça l'active et ça donne envie de à la fois nourrir sa flamme, nourrir celle des autres et d'aller peut-être des fois essayer de craquer l'étincelle chez certaines personnes pour que chacun et chacune puisse trouver sa flamme. J'ai un livre que je lis en ce moment, j'en suis éhonté parce que je ne sais même pas l'auteur. Ça s'appelle le livre des étreintes. C'est écrit en espagnol à la base, où la première page, le premier poème, c'est un peu de l'écrit court justement. On parle
enfin, il y parle des flammes et il dit que des flammes sont toutes tranquilles, des flammes sont complètement folles. Il fait comme ça des dualités, des oppositions. Et à la fin, il dit des fois on passe à côté d'une flamme toute tranquille et on la laisse en paix. Et des fois on passe à côté d'une flamme qui fait des étincelles et on s'y embrasse justement. Et quand j'avais ouvert ce livre qui m'a été envoyé d'Espagne, ça me parle beaucoup et je crois que c'est la conclusion là comme ça, parce que moi aussi ça m'enflamme d'avoir ces discussions et je me dis quelle sera la suite de tout ça, j'en ai hâte. Donc je te remercie à nouveau et puis je te dis à bientôt et à très bientôt. À bientôt, merci Nathan. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour notre échange avec Hugo. Je remercie grandement Hugo pour sa contribution à Itinéraire Podcast, ses apprentissages. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans l'épisode, c'est à quel point Hugo est expert de ces thématiques, à quel point Hugo rentre dans le détail quand on lui pose une question sur qu'est-ce que l'art de faire communauté. Si l'épisode t'a plu, comme je le disais en introduction, je t'invite à soutenir le podcast en partageant l'épisode à quelques personnes ou en aidant à la visibilité sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Instagram. On se retrouve vendredi pour un épisode de Discus Amis avec Nathan Lavoisier. Nathan Lavoisier, c'est un ami que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on porte le même prénom et puis au-delà du même prénom, on a surtout plein de délires communs dans la vie. La passion pour la montagne, la passion pour le voyage, la passion pour les rencontres et on parle de tout ça dans l'épisode. Sur ce, je te remercie une nouvelle fois pour ta présence dans l'aventure d'Itinéraire Podcast et puis je te souhaite une bonne écoute pour le prochain épisode.